Nous accueillons sur ce plateau aujourd'hui Frédéric Lenoir. Bonjour Frédéric Lenoir. Bonjour Marie-Louise. Philosophe, auteur et animateur de l'émission Les Racines du ciel sur la chaîne publique France Culture. Vous êtes né le 3 juin 1962 à Tananarive, à Madagascar, mais vous avez été élevé en France, vous. Oui, absolument. Et j'ai fait une partie de mes études de philo en Suisse. Ah, quand même, hein? Déjà citoyen du monde. Oui. Oui, j'aime voyager. Votre biographie officielle raconte que vous étiez un enfant turbulent. Est-ce que c'est vrai? Oui, j'étais un enfant qui était absolument pas fait pour les études scolaires classiques. Je m'ennuyais à l'école terriblement et du coup j'ai été viré 3 fois de collège. J'ai dû changer de lycée parce que je faisais rire tout le monde. J'étais dissipé et j'ai commencé à me passionner pour les études avec la philosophie. Quand même! Et avant, tout m'ennuyait. Est-ce qu'il y a un philosophe en particulier par lequel vous êtes entré dans la connaissance philosophique? Platon, c'est en lisant le Banquet de Platon, je me suis dit, mais ça, c'est passionnant. Et du coup, j'ai lu, adolescent, j'ai lu tous les grands philosophes de l'Antiquité, Aristote, Épicure, les stoïciens. Et puis après, ça m'a conduit à me poser des questions personnelles sur le sens de la vie. Et je me suis intéressé au bouddhisme, à la spiritualité en général. Oui. Et ça a été vraiment une passion parce que tout simplement, ça répondait à des questions que je trouvais importantes pour vivre. Et à l'école, on ne nous apprend pas à vivre, on nous apprend à acquérir toute une série de connaissances. On nous, comme dirait Montaigne, on nous fait une tête bien pleine, mais pas une tête bien faite. On ne nous aide pas à penser, on ne nous aide pas à réfléchir sur la vie, sur nous-mêmes. Et ce qui m'a passionné, c'est la psychologie, c'est la philosophie, c'est les sciences humaines finalement, qui nous permettent de réfléchir sur nous-mêmes et sur le monde. Oui. Vous avez fait dans la jeune vingtaine un voyage en Inde. Oui. Vous êtes allé travailler dans une léproserie. Vous avez rencontré Mère Teresa? Oui, très brièvement. Parce que elle avait autre chose à faire que de s'occuper des gens qui venaient. Mais ils être nombreux aussi. J'ai surtout rencontré des centaines de personnes, des mourants, des lépreux, des gens qu'on ramassait dans la rue l'après-midi. On les amenait dans le mouroir et puis on passait du temps avec eux. On les accompagnait jusqu'à qu'ils meurent. C'est donc des personnes qui étaient en train de mourir dans la rue en fait. Et ça a été une expérience bouleversante. Je suis rentré 4 mois après en France. Et j'avais un tout autre regard sur les valeurs, sur la vie, sur ce qui nous rend heureux. Et surtout que dans cette léproserie, j'ai vu des gens notamment assez jeunes, qui étaient déjà atteints de manière irrémédiable par la lèpre, mais qui étaient rayonnants de joie. Et donc je voyais en Inde des lépreux rayonnants de joie, je rentre dans le métro parisien et tout le monde a l'air complètement déprimé. Donc là, je me suis dit, il y a quand même à réfléchir là-dessus. Oui, la société occidentale ne suffit pas. Hein. Vous êtes l'auteur d'une quarantaine d'ouvrages vendus à plus de 4 millions d'exemplaires, Frédéric Lenoir. Vos champs d'intérêt, vous l'avez dit, les religions, la spiritualité, le bonheur, l'art de vivre. Dans un entretien que vous avez accordé au Figaro en 2013, vous vous dites convaincu que l'avenir du monde passe par un retour, pas par un retour du religieux, mais bien par un épanouissement d'une spiritualité universelle détachée des traditions. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce que je veux dire, c'est que je pense que le monde dans lequel on est menacé par 2 choses qui semblent complètement différentes et qui en réalité se ressemblent. D'un côté, on a le fanatisme religieux, c'est-à-dire où la religion devient uniquement identitaire et politique. Et dans le cadre d'une mondialisation très rapide, où il y a un choc des cultures, c'est dramatique. Parce que du coup, la religion est source de violence, est source de conflits, est source de peur. On se replie sur sa religion contre les autres. C'est ce qu'on voit parfaitement aujourd'hui. Et puis d'un autre côté, l'autre menace, c'est le matérialisme consumériste, qui menace la planète. On pille complètement la planète. On détruit les écosystèmes, on crée des inégalités croissantes dans les sociétés. Et donc, on est effectivement devant 2 menaces qui semblent différentes, mais dans les 2 cas, le point commun, c'est l'extériorité. Dans la religion identitaire, on n'est que dans la dimension extérieure de la religion, le signe apparent, le voile, enfin tout ce qui se voit et qui fait qu'on se distingue des autres, mais on n'est pas dans la spiritualité, on n'est pas dans la profondeur spirituelle. Et puis, dans l'autre côté, dans le consumérisme matérialiste, on oublie l'âme, on oublie que l'être humain s'épanouit pas uniquement parce qu'il a des objets, il s'épanouit aussi parce qu'il cultive sa vie intérieure. Et donc, ce qui manque aux 2, c'est la vie intérieure. C'est pour ça que je dis, c'est une spiritualité de la redécouverte de l'âme. Vous savez, Bergson disait, il faudrait un supplément d'âme dans notre monde pour lui permettre de grandir, de continuer à aller vers des valeurs humanistes. Et aujourd'hui, il manque un supplément d'âme. C'est pour ça que je parle d'une spiritualité universelle, qui est simplement la redécouverte, je dirais, des valeurs universelles les plus profondes qui existent dans l'histoire du monde, mais qu'on a perdues. Et puis surtout, il faut les vivre. C'est-à-dire, c'est à chacun de redécouvrir les valeurs d'amour, de respect d'autrui, de vérité, de justice, et d'essayer d'aller à l'intérieur de soi
pour faire un travail sur soi et pas simplement être ballotté par toutes les idéologies, quelles qu'elles soient, qui mènent le monde. Ce sont des comportements qui sont souvent indiqués par la religion. Au lendemain des attentats de Charlie Hebdo, nous avons interviewé Abdenour Bidar, qui est un philosophe, vous le connaissez. C'est un ami, très grand ami. C'est un homme intéressant qui se dit de culture musulmane. On l'a entendu beaucoup au lendemain des attentats de Charlie Hebdo parce qu'il avait un discours autre. Notamment, il disait les musulmans ont besoin aussi de faire un examen de conscience. Mais il disait aussi que l'Occident a sous-estimé le besoin de spiritualité des êtres humains. Bien sûr. Et je pense que d'abord, ce qui sauvera l'islam de l'islamisme, c'est la spiritualité musulmane. C'est-à-dire que les musulmans redécouvrent la profondeur spirituelle de leur tradition. Et puis, globalement, je pense que l'Occident, effectivement, et le premier qui l'a très bien souligné, c'est Jung, le grand psychologue, Carl Gustav Jung, le grand psychologue, très important. Mais c'est quelqu'un de complètement athée, mais qui nous dit l'être humain est un être qui a besoin de sens. Et donc, le fait qu'on ait refoulé le sens et la spiritualité en Occident, parce qu'on a acheté le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire qu'on a acheté le besoin de sens avec la religion, et ben on a refoulé tout ça. Et du coup, ça crée des individus qui sont mutilés d'une partie d'eux-mêmes, qui est la dimension spirituelle, la dimension intérieure. Donc je crois qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on doit redécouvrir en Occident et découvrir que la religion collective, politique, identitaire, les rituels, ce n'est pas la spiritualité et que cette spiritualité, elle peut se vivre dans une religion ou en dehors d'une religion. Oui. En France, Marine Le Pen, chef d'un parti d'extrême droite, le Front National, ouvertement intolérante aux communautés juives, aux communautés musulmanes, obtient 30% des intentions de vote. C'est votre pays, la France, en ce moment. Comment vous expliquez cette popularité? Je pense essentiellement pour deux choses. La première chose, c'est la peur de l'islam. Et c'est vrai qu'actuellement, en France, comme il y a une communauté d'environ 5 millions de musulmans, ça, c'est assez important. C'est la plus importante d'Europe. C'est la plus importante d'Europe. Il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de chocs culturels, je le disais tout à l'heure. Le fait qu'on voit de plus en plus de femmes voilées, etc., ça choque les gens, donc ils sont très mal à l'aise. Donc la peur de l'islam, l'idée qu'il y a une démographie galopante chez les musulmans, ce qui n'est pas vrai, mais c'est un fantasme. Et il y a des gens qui vous disent, dans 30 ans, la France sera majorité musulmane. Regardez Michel Houellebecq, notre ami romancier, qui joue sur cette peur-là, en imaginant un président de la République musulman. Enfin, tout ça est en train de faire des peurs. Et du coup, je pense que le Front National bénéficie d'abord de ça. Et puis la deuxième raison, c'est la perte des repères. C'est-à-dire que le fait qu'aujourd'hui, tous les repères traditionnels, c'est-à-dire la famille, la sexualité, la place de la femme, l'homoparentalité, enfin tout ça, est fait que les gens sont complètement perdus. Et enfin, une partie des gens sont complètement perdus. Oui. Et du coup, le Front National apparaît comme un lieu de résistance dans lequel on prône encore, si vous voulez, des valeurs traditionnelles et on se méfie de toute cette évolution très rapide de la modernité. Et puis, je dirais une troisième petite chose, c'est aussi l'Europe. Les Français sont de plus en plus eurosceptiques et donc le Front National est le seul parti politique français qui dit, nous, si on est au pouvoir, on quitte l'euro. Oui. On revient au franc, on ferme les frontières, on interdit aux étrangers de rentrer, enfin, on se replie sur nous-mêmes. Et là, vous avez tous les gens qui ont peur de la mondialisation, qui sont attirés par ce parti. Oui, il y a quand même une montée de l'extrême droite un peu partout en Europe. Partout, pour les mêmes raisons. Oui. Est-ce que ça vous fait peur? Pour utiliser un mot que vous dénoncez, est-ce que vous craignez ce qui est en train de se passer? Je pense que si on regarde les choses positivement, le Front National fait 30% des voix au meilleur de sa forme, je dirais. C'est beaucoup, ça veut dire oui, mais ça veut dire que quand même les 2/3 des Français sont totalement allergiques au Front National. Donc je pense que jamais ce parti ne pourra gouverner. Simplement, effectivement, on voit qu'il y a une forte minorité de gens, mais je crois que c'est un peu normal. C'est-à-dire dans toutes les périodes de mutation, dans toutes les périodes de changement très rapide, il y a toujours un parti réactionnaire, il y a toujours le parti de la peur qui est présent dans les sociétés. Après, est-ce que ce parti-là peut prendre le pouvoir? C'est la question. Et je ne crois absolument pas en France. Bon, j'espère pas me tromper, mais j'ai plutôt un regard positif en me disant il est normal qu'il y ait un lieu d'expression de la peur. Et est-ce que la jeunesse est quand même séduite un peu par ces idées-là? Pas du tout. Non. C'est ça qui est rassurant aussi. Bon, c'est rassurant. Alors. Voilà une très bonne question. C'est qu'effectivement, si on regarde, c'est essentiellement des personnes âgées. Donc les jeunes sont très très majoritairement hostiles au Front National. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'au lendemain des attentats de Charlie Hebdo, il y a eu tout ce défilé des chefs d'État à l'Élysée pour la marche qui a eu lieu. Et le combat pour la liberté d'expression, en principe aussi. Et il y a une phrase qui avait retenu mon attention, c'était le premier ministre italien quand il est rentré dans la cour de l'Élysée, qui est interviewé
interviewé par un journaliste français. Et il dit, bon, mais vous savez, il y aura des enseignements à tirer de tout ça. Et l'Europe ne peut pas être qu'un projet d'austérité et qu'un projet d'économie. Hein. Il faut réinsuffler un peu d'humanisme dans l'Europe. On ne peut pas offrir à la jeunesse européenne ou aux Européens qu'un plan de match d'austérité comme on l'a offert aux Grecs, par exemple. Comme ce qui est en train de se passer ici Comme aussi. qui est en train de se passer ici. Ça ne peut pas être un projet d'austérité. Mais d'ailleurs, au-delà de l'économie, je pense que le drame de l'Europe, et vous avez raison, c'est qu'il manque un projet collectif sur une identité culturelle. Absolument. Et sur les billets d'euros, il n'y a pas de personnages, c'est des objets, c'est des... au fond, on a des figures, Mozart, Voltaire, on a tas de figures européennes qui comptent pour nous, qui font partie de notre patrimoine, qui sont essentielles, etc. Il faudrait qu'on redécouvre et qu'on trouve les moyens de partager un peu ce sens de l'appartenance à un destin collectif. Et ça joue sur la culture, ça joue sur le politique, le fait que, par exemple, il n'y a aucune politique européenne. Et donc, on a fait les choses à l'envers. On a commencé par faire une Europe économique, alors qu'il n'y avait pas assez d'identité culturelle européenne et aucune Europe politique. Et je pense que l'Europe va se casser la gueule si on ne rétablit pas effectivement ce correctif. Au lendemain des attentats de Charlie Hebdo, il y a eu tout le débat aussi concernant la liberté d'expression. Est-ce qu'on a le droit de rire des religions? Est-ce qu'on a le droit de rire des extrémistes? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été dit aussi, Frédéric? Alors, moi, j'ai fait partie des gens qui ont fait partie de la marche pour Charlie. J'ai écrit un livre, participé à un livre collectif, Nous sommes Charlie, etc. Parce que je ne supporte pas l'idée qu'on impose une censure par la violence. Et donc là-dessus, je trouve que toute démarche violente contre des opinions qui sont exprimées, quelles que soient, même si je ne les partage pas, est totalement à proscrire. Maintenant, quand il y a eu les caricatures dans Charlie Hebdo, j'étais contre leur publication parce que je savais que ça allait créer un choc culturel à nouveau et qu'on allait avoir de l'huile sur le feu. Ça rajoutait de l'huile sur le feu. Et il y avait dans ces caricatures, une caricature que j'ai trouvée extrêmement dangereuse. C'est celle où on met Mahomet avec une bombe dans le turban. Oui. Ça veut dire, fondamentalement, le prophète est un terroriste. Sous-entendu, tous les musulmans sont des terroristes. Et ça, je trouve que c'est franchement très négatif. Donc on n'a pas le droit de rire de tout. Je pense qu'il faut savoir s'auto-censurer. C'est-à-dire pas être censuré par les autres, mais se dire, il y a des choses qui créent de l'amalgame. Et je vais vous donner un exemple. Oui. Au début du XXe siècle, vous avez des caricatures qui étaient antisémites, dans lesquelles on montrait des juifs avec le nez crochu, etc., accrochés à des gros sacs d'argent. Et on disait, vous savez quelle est la différence entre un juif pauvre et un juif riche? Le juif riche, il avait 2 énormes sacs, le juif pauvre, il avait un énorme sac. Ces caricatures antisémites ont donné la Shoah. Donc je trouve qu'aujourd'hui, il faut tirer les leçons du passé et ne pas amalgamer tous les musulmans avec des dessins qui nous disent que ce sont tous des terroristes. Parce que demain, il y a des musulmans qui vont se faire tuer dans la rue, il y a des mosquées qui sont mitraillées parce qu'il y a des gens qui commencent à penser que tous les musulmans sont des terroristes. Donc je pense que dans l'humour, il faut être intelligent, il faut être responsable. On peut faire des choses très drôles, on peut critiquer les religions, on peut faire des caricatures anticléricales, etc., mais qui ne font pas d'amalgame, tous les juifs sont riches ou tous les musulmans sont des terroristes. Vous êtes de passage au pays pour donner des conférences, notamment. En 2013, vous avez publié un ouvrage intitulé « Du bonheur, un voyage philosophique ». Comment vous définissez le bonheur, Frédéric Lenoir? Je définis le bonheur, et alors là, je le ferai à la suite des Grecs qui ont été des très bons théoriciens du bonheur, qui ont inventé le concept de bonheur, d'ailleurs, par rapport au plaisir. Pour moi, il n'y a pas de bonheur sans plaisir. Mais la différence entre le bonheur et le plaisir, c'est que le plaisir est une émotion immédiate. Le plaisir est quelque chose de passager qui est lié à quelque chose d'extérieur. Vous avez soif, vous buvez, vous avez du plaisir. Vous écoutez un morceau que vous aimez, vous avez du plaisir, mais ça s'arrête après. Et donc la question du bonheur, c'est d'arriver à créer un état global et durable de satisfaction. Et donc, ça veut dire qu'il faut mesurer ses plaisirs, qu'il faut savoir choisir ses plaisirs, qu'il faut discerner les plaisirs. Parce qu'il y a des plaisirs très agréables sur le moment qui nous mettent mal après. Il y a des plaisirs immédiats qui détruisent un équilibre, une harmonie de vie. Si vous êtes engagé dans une relation amoureuse puis que vous laissez aller à n'importe quelle pulsion sexuelle, vous risquez de ne pas être heureux très longtemps en amour. Donc, finalement, il faut savoir mesurer, limiter, choisir ses plaisirs, tout en ayant du plaisir. Donc, finalement, le bonheur repose sur la connaissance de soi, qui je suis, qu'est-ce qui peut m'épanouir véritablement, qu'est-ce qui peut me permettre d'être dans ma vie professionnelle, dans ma vie affective, de m'épanouir réellement. Et puis ensuite, ça doit être en fonction du sens qu'on donne à sa vie, des engagements qu'on donne dans sa vie, de savoir sélectionner ses choix. Donc le bonheur, c'est le résultat de ça. C'est un état de satisfaction, de paix intérieure, de sérénité qu'on acquiert, c'est-à-dire d'amour de la vie, tout simplement, qu'on acquiert
généralement avec le temps, parce qu'on a su faire les choix qu'il fallait pour ça. C'est pas si loin des épicuriens. Là, c'est totalement épicurien ce que je dis. Ouais. Ben oui, mais on a l'impression en même temps que c'est une obsession. Oui, ouais. Mais pourtant, on a l'impression que c'est une obsession contemporaine, hein, que le mot bonheur dans un titre de livre, ça garantit un succès, que tout le monde, qu'il y a une pression qui est exercée. C'est un peu le problème. Hein, chez les êtres humains, il faut être heureux à tout prix. Alors ça, c'est quelque chose que je condamne aussi dans ce livre, c'est ce que j'appelle l'injonction au bonheur. C'est-à-dire, on nous demande d'être heureux comme un devoir. Tu dois être heureux. On dit aux enfants, tu dois être heureux, tu dois être heureux. Et à force de dire tu dois être heureux, les gens sont malheureux. Parce qu'ils se disent, je suis jamais assez heureux. Parce que le bonheur est associé à la performance. Et on est dans une société où ce qui est la valeur suprême aujourd'hui, c'est la performance. Il faut réussir dans tout. Oui, et les médias sociaux galvanisent cet état galvanisent ça, aussi. Oui, c'est le meilleur dans tout. Tout le monde a l'air heureux, tout le monde est beau, tout le monde voyage. Alors qu'on a le droit d'être triste, on a le droit de se planter, on a le droit d'avoir des échecs. Et je crois que le bonheur, justement, c'est un état dans lequel on accepte la vie comme elle est, avec ses hauts, ses bas, avec ses moments de tristesse, avec ses difficultés, avec ses échecs. Et ça ne nous enlève pas l'amour qu'on a de la vie, ça ne nous enlève pas la paix intérieure, ça ne nous enlève pas la qualité de relation qu'on a avec soi-même ou avec les autres. Oui. Ce qui fait qu'il faut absolument dissocier le bonheur et la performance ou la perfection, si vous voulez. Le bonheur, c'est vraiment s'accepter comme on est, en profondeur, avec ses fragilités, avec ses difficultés, mais aussi savoir faire progresser ce qu'il y a de bon en nous pour essayer d'avoir le plus de satisfaction possible de la vie. Ça fait pas bourgeois, un peu comme mentalité, Pourquoi? Frédéric Lenoir? Pourquoi ce serait bourgeois? Le plaisir, le bon vin, le bonheur, c'est accessible à des gens qui ont de l'argent. Oui, exact. Mais moi, je trouve que la distinction est importante à faire quand on parlait d'épicurisme. Le plaisir, ce n'est pas nécessairement la jouissance. Hein? L'épicurisme, c'est de dire il faut se détacher de tout ce qui nous retient inutilement, de tout ce qui nous lie. Tout le superflu. Exactement. Et donc, il y a une très grande distinction à faire entre le plaisir et la jouissance. Entre l'épicurisme et l'hédonisme, on pourrait dire. Et finalement, je dirais que la mentalité bourgeoise, c'est plutôt l'abondance. C'est-à-dire, alors que ce dont je parle, ça peut être avec la sobriété. Exact. Ça va même avec une certaine frugalité. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être très riche pour être heureux. À partir du moment où vous avez une qualité de ce que vous faites. Si vous mangez des choses très simples, si c'est simplement vous savez les savourer, vous prenez le temps de les savourer, si vous avez quelques bons amis dans votre vie. Épicure nous dit, pour être heureux, il ne faut pas avoir 50 amis, il faut en avoir 2 ou 3 et bien cultiver l'amitié. Il ne faut pas manger trop, il faut manger sobrement et il faut savourer ce qu'on mange vraiment. Alors évidemment, il y a des cas extrêmes où les gens n'ont ni à manger, ni de toit, etc. Mais ça concerne quelle partie de la population ici en Occident? Et je vais aller plus loin. J'ai été en Inde, j'ai vu des gens très... Il y a beaucoup de sans-abri oui, dans une alors ville pour un comme Montréal. sans-abri, c'est plus dur. Voir, hein. C'est vrai, mais quelle partie, quelle proportion? Donc on a peut-être quand même le droit de parler pour ce qui concerne 99% des gens. Et sûr. On sait qu'il y a 1% des gens qui n'ont pas de toit et que c'est dramatique. Et bien là, il faut s'engager pour eux. Il faut faire quelque chose pour eux plutôt que de se dire on n'a pas le droit d'être heureux parce qu'il y a des gens malheureux. Votre malheur n'apportera rien au malheur des autres. Donc le bonheur est contagieux. Si vous êtes heureuse, aidez ceux qui ne le sont pas. Voilà. Donc ne cherchez pas à vous dire j'ai pas le droit d'être heureux. Le bonheur, c'est une quête bourgeoise parce qu'il y a des gens malheureux. Vos livres se vendent à des millions d'exemplaires. Vous êtes extrêmement populaire. Bon, vous êtes un grand communicateur, un grand vulgarisateur. En France, pays de la controverse, on vous reproche parfois de faire des raccourcis, de mélanger les choses. Vous parlez de religion dans certains livres. Comment vous réagissez à ces critiques-là, Frédéric Lenoir? Ça vient avec le succès? Oui, exactement. C'est-à-dire que tant que je faisais des ouvrages universitaires que personne ne lisait, j'avais des critiques formidables dans les journaux, dans le monde, partout. Du jour où j'ai commencé à faire des livres qui ont eu beaucoup de succès, ça s'est inversé. C'est-à-dire pas tous, mais un certain nombre de critiques littéraires ont commencé à dire oui, mais il a du succès parce qu'il fait des choses faciles, parce qu'il y a des raccourcis, etc. Voilà, moi je pense que j'essaye de faire quelque chose qui est rigoureux. C'est-à-dire j'ai pas du tout perdu mon discernement, j'espère, en tout cas philosophique et universitaire, qui me permet de dire des choses fondées sur des démonstrations très rigoureuses, mais j'essaye de les rendre accessibles à des gens qui n'ont pas fait 10 ans d'études de philosophie. C'est ça qu'on pardonne pas par moment. Et je pense que cet équilibre il est très important. Mais bien sûr, pourquoi on écrit des livres? Pour être lu, pour communiquer, pour transmettre. Et moi, j'aime plutôt transmettre ce qui m'a fait du bien. Donc, j'ai lu Épicure, j'ai lu Spinoza, c'est des auteurs pas si faciles que ça à lire. Et je me dis, j'ai envie de transmettre l'essentiel de leur message à des gens qui ne les liront jamais dans le texte. Frédéric Lenoir, nous allons placer les références de vos nombreux ouvrages sur notre site web. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.